Le soleil battait sans pitié sur le centre d'entraînement du SWAT à Austin, au Texas, alors que Vanessa Miller faisait la queue avec 20 autres candidats, la seule femme parmi eux. Je me demande d'où tout le monde regarde aujourd'hui, si vous avez déjà vu quelqu'un être sous-estimé juste avant qu'il ne change tout. La sueur coulait sur ses tempes, tandis qu'elle ajustait son gilet tactique, essayant d'ignorer les regards de côté et les commentaires étouffés des hommes autour d'elle. Le lieutenant Rogers, un homme trapu avec un air renfrogné et permanent gravé sur son visage buriné, aboyait des noms depuis son presse-papier. Ensuite Miller. Lorsque Vanessa s'avança, un candidat masculin tendit délibérément le pied. Elle trébucha, son équipement claquant bruyamment sur le béton tandis que des rires éclataient dans le groupe. « Tu devrais peut-être t'en tenir à l'organisation des dossiers du bureau, ma chérie », sourit Rogers, sa voix résonnant à travers la cour d'entraînement. « Certaines choses ne conviennent pas à tout le monde », ajouta un autre instructeur avec un geste dédaigneux. « Les femmes comme vous devraient rester au dispatching. Laissez le vrai travail à ceux qui sont faits pour ça. » Plusieurs candidats sortirent leur téléphone, filmant son humiliation, alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser son équipement éparpillé. Mais alors que Vanessa se relevait, sa veste bougea, révélant une médaille militaire partiellement dissimulée dans sa poche. Son regard, éclairé d'une lueur froide et précise, croisa celui de Rogers. L'espace d'une seconde, le lieutenant hésita. Il pensait rejeter une autre femme ordinaire du SWAT, mais ils avaient simplement humilié le mauvais tireur d'élite. Vanessa Miller était une native d'Austin jusqu'au bout des ongles. À 34 ans, elle vivait dans un modeste appartement à l'est de la ville. Un espace meublé simplement, à l'exception d'une armoire verrouillée qu'elle n'ouvrait jamais devant les visiteurs. Fille d'un professeur de mathématiques au lycée et d'une infirmière, elle avait grandi avec une détermination tranquille qui surprenait tous ceux qui la sous-estimaient. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université du Texas, elle avait servi 8 ans dans l'armée comme ce que ses papiers appelaient simplement spécialiste en logistique, avant de rentrer chez elle à Austin il y a 3 ans. Depuis, Vanessa travaillait comme répartitrice du 911 pour le département de police d'Austin. Sa voix posée guidait les agents de crise en crise. C'est son calme exceptionnel lors d'une fusillade dans une école où elle expliqua à un policier blessé comment fabriquer un garrot tout en coordonnant les renforts qui retint l'attention du capitaine Reyes, qui la recommanda à contre-cœur pour une formation SWAT, malgré la résistance de la direction du département. Le département de police l'avait incluse dans ce cycle de formation, principalement pour répondre aux exigences de diversité imposées par le conseil municipal. Mais tout le monde connaissait les statistiques. Aucune femme n'avait jamais terminé le programme SWAT du département. La plupart abandonnaient avant la 2e semaine. Ce que la candidature de Vanessa ne mentionnait pas, ce qu'elle restait volontairement vague, c'était son rôle secondaire dans l'armée. Ces documents ne mentionnaient que la logistique, sans une seule référence à son poste d'instructrice de tir pour la 5e équipe de soutien des forces spéciales. Après avoir perdu une camarade soldate sous un tir ami en raison de mauvaises pratiques d'entraînement, elle s'était promis de contribuer à la réforme des normes d'entraînement tactique, en commençant par le département de sa ville natale. Mais ce souvenir la hantait encore, la réveillant parfois en pleine nuit. L'écho des coups de feu et des cris la suivait jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. « J'ai laissé la violence derrière moi en raccrochant mon uniforme », avait-elle confié à sa sœur lors de sa candidature au poste de SWAT. « Je voulais une vie tranquille, aider en coulisses, mais ces murs de préjugés ne tomberont pas si personne ne les affronte directement. » Ce qu'elle omettait de dire, c'est qu'à chaque fois qu'elle entendait des appels de répartition tourner mal à cause d'un manque de coordination des équipes tactiques,
Elle voyait ses amis se retrouver face à face. Certaines batailles ne pouvaient être menées en coulisses. Chaque matin, Vanessa se levait à 4h30 pour faire une séance d'entraînement complète avant son service de répartition à 6h. Sa routine n'avait pas changé depuis l'armée. Course de 5 km dans les rues tranquilles de son quartier, suivie de musculation dans sa chambre d'amis, transformée en simple salle de sport à domicile. Cette discipline lui permettait de rester concentrée, surtout à mesure que l'entraînement SWAT s'intensifiait. Les murs de son appartement étaient presque nus, à l'exception de 2 photos, l'une de ses parents lors de sa remise de diplôme universitaire et une autre de son unité en Afghanistan, prise une semaine avant l'embuscade qui lui avait valu la médaille qu'elle gardait désormais dans sa poche. Elle n'avait pas de profil de rencontre, pas de vie sociale active, hormis quelques dîners occasionnels avec la famille de sa sœur à Round Rock. Ses collègues du département plaisantaient souvent en disant que Vanessa Miller n'existait pas en dehors du travail. Elle ne les corrigeait jamais. La simplicité de sa vie était choix, pas une limite. Ce qui comptait, ce n'était pas d'être vue, mais d'être prête. Le lendemain matin de sa première semaine d'entraînement au SWAT, Vanessa s'arrêta au Magnolia Café sur Lake Austin Boulevard pour prendre son petit déjeuner, un plaisir rare qu'elle s'autorisait une fois par semaine. En attendant son café, elle remarqua un groupe d'agents du service à un box d'angle. L'inspecteur Parker, un vétéran de 20 ans de service, tenait la barre, sa voix résonnant dans le restaurant à moitié vide. Alors Roger lui dit « Miller, si tu ne peux pas supporter le poids de l'équipement, comment vas-tu sortir un homme de 90 kilos d'une fusillade ?» J'aurais dû voir son visage de cerf éclairé par les phares. La table éclata de rire tandis que Vanessa, figée près du comptoir, se tenait là. Parker leva les yeux par hasard, la remarquant pour la première fois. Les rires s'éteignirent maladroitement. Vanessa paya son café, hocha poliment la tête en direction de la table et partit, sans un mot. Dans sa voiture, elle prit une profonde inspiration avant de partir. Le café, intact, était resté dans le porte-gobelet. La première vague de refus vint de ses collègues du commissariat. L'inspecteur Parker aperçut la candidature de Vanessa sur le bureau du chef lors d'une réunion. Il ne chercha pas à baisser la voix en la décrochant, les sourcils haussés vers sa calvitie. « Vanessa Miller, la répartitrice ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Son rire résonna dans le bureau lorsqu'il reposa le dossier sur le bureau. Elle sursaute chaque fois que nous nettoyons nos armes dans la salle de repos. Que va-t-elle faire quand les balles commenceront à siffler pour de bon? D'autres inspecteurs se joignirent à lui, chacun expliquant pourquoi une répartitrice, surtout une femme, n'avait rien à faire au SWAT. Au début, ses collègues semblèrent de la soutenir, la félicitant lorsqu'ils apprirent ni sa candidature. Mais Vanessa ne put s'empêcher de remarquer que la conversation s'interrompait en entrant dans la salle de repos. Les sourires devenaient un peu trop éclatants. « Vas-y, ma fille », lui disait-on en face, mais elle les entendit sur le parking. Elle nous fait tous passer pour des imbéciles avec ce fantasme de SWAT, comme si les répartiteurs n'étaient pas assez importants. Lorsqu'elle commença à s'entraîner au stand de tir du département après les heures de travail, elle le trouva soudain réservé pour les anniversaires et les exercices de cohésion d'équipe dès qu'elle prévoyait de l'utiliser. Le message était clair. Restez dans votre voie. Les instructeurs formèrent le prochain mur de rejet, leur tactique plus directe et punitive. L'instructeur en chef, le capitaine Reynolds, un ancien marine au coffre rempli de médailles et imprégné de valeurs traditionnelles, lui attribua du matériel défectueux pendant les exercices. Lorsque sa radio tomba en panne lors d'une situation critique, la coupant du reste de l'équipe, il haussa simplement les épaules. Panne de matériel, Miller. Dans la vraie vie, c'est une équipe morte. Recommencez. Les candidats masculins recevaient immédiatement des remplacements pour tout matériel défectueux.
Lors des démonstrations de mouvements tactiques à travers les portes et les couloirs, le sergent instructeur Hayes la prenait délibérément pour le mauvais exemple à chaque fois. Voyez comment Miller crée une cible plus large avec son hésitation. C'est exactement ce qui fait tuer des officiers. Il lui faisait emporter des charges plus lourdes que ses homologues masculins, prétendant être à égalité tout en ignorant que les hommes se relayaient pour le poids supplémentaire. Lors d'un exercice particulièrement éprouvant sous la chaleur estivale du Texas, Vanessa fut chargée de porter le bélier, un cylindre en acier de 18 kg habituellement utilisé à tour de rôle par les membres de l'équipe. Après plusieurs heures d'exercice, la sueur trempant son équipement tactique, elle hésita un instant, ajustant sa prise. Le sergent Hayes bondit immédiatement. Miller compromet toute l'opération. Dans la vraie vie, cette hésitation signifie la mort de civils. C'est ça que tu veux, Miller? Des otages morts parce que tu n'as pas su manier ton équipement? Les autres candidats observaient en silence, certains semblant mal à l'aise, mais aucun ne s'exprimant. Vanessa réajusta le bélier sans réagir et termina l'exercice, les bras tremblants d'épuisement, mais son visage ne trahissait rien. Plus tard, dans les vestiaires, elle découvrit que sa gourde avait été vidée et remplie d'eau salée. Elle la vida silencieusement, utilisa la fontaine publique et ne mentionna jamais l'incident. Au cours de la 3e semaine de formation, le chef de police Wallace convoqua Vanessa dans son bureau. La pièce lambrissée et son mur de félicitations lui parurent délibérément intimidants. Il lui fit signe de s'asseoir, tandis que le chef adjoint Morris se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Miller, je vais être franc avec toi », commença Wallace en s'adossant à son fauteuil en cuir. « Ce n'est pas une question de genre, il s'agit de capacité. L'équipe SWAT ne peut pas se permettre de faiblesse lorsque des vies sont en jeu. » Le chef adjoint Morris hocha solennellement la tête. « Nous avons de sérieux problèmes de responsabilité. Les exigences physiques à elles seules, avez-vous réfléchi à l'impact que cela aura sur le moral du département? » Ils parlèrent pendant 21 minutes de ses précieuses contributions au département avant de lui offrir un poste administratif prestigieux à la place. Il s'agissait essentiellement de remplir des documents pour les opérations du SWAT. « Vous feriez partie intégrante de l'équipe », insista Wallace, mais dans une capacité plus adaptée à vos points forts. Le rejet exprimé dans son ton n'avait pas besoin d'être traduit. Vanessa était assise parfaitement immobile, le métal dans sa poche pressé contre sa cuisse. Un rappel de ce qu'elle avait déjà enduré. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'aimerais terminer le programme de formation. Comme indiqué dans la politique du département, chaque candidat a le droit de tenter d'obtenir sa qualification. » L'expression du chef Wallace se durcit. « La politique est une chose, Miller. La réalité en est une autre. Je dirige ce département depuis 15 ans. Je sais ce qui fonctionne sur le terrain. » Vanessa soutint son regard fixement. « Moi aussi, monsieur. C'est pourquoi je suis ici. » La tension dans la pièce s'intensifia jusqu'à ce que le chef adjoint Morris s'éclaircisse la gorge. « Nous ne pouvons pas techniquement vous empêcher de continuer, Miller. Mais considérez ceci comme un conseil. » En quittant le bureau, Vanessa entendit Wallace murmurer à Morris « Apportez-moi les normes de qualification. Voyons ce que nous pouvons ajuster. » Elle ferma doucement la porte derrière elle, son expression ne révélant rien aux yeux curieux qui l'observaient de l'autre côté de l'enclos. Le rejet s'étendit au-delà des murs du département lorsqu'une chaîne d'information locale diffusa un reportage intitulé « Controverse au sein du département de police d'Austin. Faut-il modifier les normes pour accueillir les candidates au SWAT ?» Ils ne mentionnèrent jamais Vanessa par son nom, mais les images d'archives la montraient clairement en train de s'entraîner. Le journaliste interrogea des sources anonymes au sein du département, qui se demandaient si les normes physiques seraient abaissées. Le lendemain matin, dans un café communautaire, Vanessa entendit une conversation à la table voisine. « Mon mari est dans la police.
Cette femme transforme la sélection du SWAT en une sorte de cirque politique. Si elle n'y arrive pas, elle devrait simplement démissionner au lieu de les obliger à tout changer. Les forums de police en ligne regorgeaient de mèmes se moquant de SWAT Barbie, sans la nommer directement, mais avec suffisamment de détails précis pour que ses collègues lui jettent un regard entendu dans les couloirs. Le lendemain matin de la diffusion du reportage, Vanessa arriva au centre de formation et trouva un diadème en plastique pour enfants collé à son casier avec une note pour notre princesse de la diversité. Elle le retira sans commentaire et poursuivit ses préparatifs comme d'habitude. Lors du briefing du matin, plusieurs candidats évitèrent le contact visuel, tandis que d'autres semblaient réprimer leur sourire narquois. Le lieutenant Rogers prit soin d'annoncer: les exercices d'aujourd'hui respecteront les normes initiales établies par ce service. Nous ne baissons la barre pour personne, quelles que soient les pressions extérieures. L'accent mis sur les normes initiales et son regard appuyé vers Vanessa ont clairement fait passer le message. Il pensait qu'elle essayait de changer les règles. L'ironie ne lui échappa pas. Ils étaient déjà en train de changer les règles, mais pas en sa faveur. Le rejet le plus difficile est peut-être venu du système lui-même. Lors de l'évaluation physique officielle de la 4e semaine, Reynolds annonça de nouveaux paramètres avec un léger sourire. « De nouvelles normes départementales », dit-il en regardant Vanessa droit dans les yeux. Les ordres du chef. Le temps minimum du parcours d'obstacles avait diminué de 30 secondes. Le nombre de tractions requis était passé de 5 à 12. La qualification de tir exigeait soudainement le démontage et le remontage d'une arme en un temps record, une exigence non mentionnée dans les normes initiales. Lorsque les candidats masculins rencontraient des difficultés avec certaines parties de l'évaluation, les instructeurs leur offraient des conseils d'entraînement et des encouragements. Lorsque ce fut le tour de Vanessa, ils s'en allèrent, bloc-notes en main, notant déjà les échecs qu'ils s'attendaient à voir. Malgré tout, Vanessa réussit chaque nouvelle exigence, non pas en excellant, mais en réussissant. Les tractions lui faisaient trembler les bras, mais elle réussit la 12e, les dents serrées. Elle termina le parcours d'obstacles avec 3 secondes d'avance. Le démontage de l'arme la prit par surprise, mais des années de maintenance sur le terrain dans des conditions bien pires qu'une salle d'entraînement climatisée l'avaient bien préparée. À chaque test réussi, le visage des instructeurs s'assombrissait. Ils s'attendaient, peut-être même espéraient, qu'elle échoue, leur fournissant l'excuse nécessaire pour la retirer du programme. Lorsque Reynolds la nota à contre-cœur comme ayant réussi sur son bloc-notes, sa mâchoire était serrée de frustration. « Tu as réussi de justesse, Miller. Ne te mets pas à l'aise. » Vanessa hocha simplement la tête, conservant son énergie pour le défi suivant plutôt que de la gaspiller en réponse. Tout au long de ces défis, Vanessa resta calme, mais de plus en plus isolée. Elle termina chaque exercice sans se plaindre, absorbant les critiques sans réaction visible. Mais seule dans sa voiture après des journées d'entraînement particulièrement difficiles, elle s'asseyait dans le parking, les mains agrippées au volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, les yeux fermés. Elle respirait profondément avant de rentrer chez elle en silence. La médaille qu'elle avait reçue pour avoir sauvé 3 camarades soldats lors d'une embuscade en Afghanistan restait son talisman secret, un rappel de ce à quoi elle avait déjà survécu. Les jours les plus difficiles, lorsque le poids de l'isolement menaçait de l'emporter sur sa détermination, elle appelait sa sœur depuis la sécurité de son appartement. « Je ne suis plus sûre que ça en vaille la peine, Sarah », avoua-t-elle un soir après un entraînement où toute la classe avait été punie par des exercices supplémentaires en raison de sa lenteur. « Peut-être que je prouve simplement leur point de vue. » La réponse de sa sœur fut douce mais ferme. « Le jour où tu abandonnes est le jour où ils gagnent, Van. Et il ne s'agit plus seulement de toi. » Sarah avait raison.
Vanessa avait commencé à recevoir des courriels de femmes officiers d'autres districts, voire d'autres États, qui avaient entendu parler de son combat par le biais du département. Elles observaient, attendant de voir si la porte pouvait réellement être ouverte. La dernière semaine de qualification arriva avec une tension qui planait sur le centre d'entraînement comme des nuages d'orage. Les candidats qui étaient arrivés jusqu'ici durent faire face aux exercices culminants qui détermineraient qui obtiendrait une place dans l'équipe SWAT. La matinée commença avec l'arrivée du chef Wallace et de plusieurs chefs de département pour observer, ce qui était inhabituel pour une journée de qualification standard. Reynolds rassembla les 12 candidats restants, Vanessa étant toujours parmi eux malgré tout, et annonça le défi du jour. Le département a organisé quelque chose de spécial pour notre qualification finale de tir, déclara-t-il, incapable de cacher sa satisfaction. Ce parcours a été conçu par des consultants des forces spéciales militaires, cibles multiples, distances variables, changements de position et facteurs de stress. Tout cela sépare les vrais opérateurs des aspirants. Son regard s'attarda sur Vanessa, tandis que des rires sporadiques parcouraient le groupe de candidats. Un par un, les candidats masculins s'essayèrent au parcours. Certains s'en tirèrent admirablement, d'autres peinèrent face à la difficulté inattendue. Le sergent Hayes commentait en continu, félicitant les bons tirs et prodiguant des conseils immédiats après les erreurs. L'atmosphère devint de plus en plus tendue, tandis que les meilleurs obtenaient des scores impressionnants. Vanessa se tenait silencieusement au fond, répétant mentalement le parcours, son expression ne trahissant rien, tandis que le dernier candidat masculin terminait avec ce qui semblait être le meilleur score de la journée. Le lieutenant Rogers lance un regard narquois à Vanessa. « Miller, c'est à toi. Dernière chance de nous montrer ce que tu vaux. » Alors qu'elle s'avançait vers la position de départ, Rogers ajouta d'une voix forte à un autre instructeur « 10 $. Elle ne touche pas la moitié des cibles. » Le silence se fit dans la zone de qualification tandis que Vanessa s'approchait. Position de départ. Elle vérifia méthodiquement son arme, ses mouvements précis et calmes, malgré le poids des regards braqués sur elle. Un léger tremblement dans ses mains trahissait sa nervosité, mais son regard resta concentré, scrutant le parcours qui s'offrait à elle. Les cibles étaient placées à des angles difficiles, certaines partiellement obscurcies, d'autres à des distances qui avaient déjà fait rater plusieurs fois même les meilleurs tireurs. Le chef Wallace se pencha légèrement en avant, son intérêt enfin sincère plutôt que prémonitoire. Tandis que Vanessa se préparait, quelque chose dans son attitude changea subtilement. Elle ferma brièvement les yeux et ceux qui se tenaient le plus près auraient pu voir ses lèvres bouger dans ce qui semblait être un rituel silencieux. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle ressentit une clarté et une concentration inconnues auparavant. Elle passa la main sous son col et retira un cordon de cuir usé de son cou, un médaillon militaire qu'elle n'avait montré à personne pendant l'entraînement. Elle l'embrassa brièvement avant de le glisser dans sa poche, ce geste réveillant un souvenir qu'elle gardait habituellement enfoui. Dans son esprit, elle était de retour en Afghanistan, parfaitement immobile dans une position de tireur d'élite, surplombant une vallée où les renseignements avaient signalé un mouvement d'insurgés. C'était son 3e déploiement, bien après avoir fait ses preuves non seulement comme spécialiste en logistique, mais aussi comme l'une des femmes les plus précises de son unité. Son guetteur, un sergent bourru qui avait d'abord refusé de travailler avec une femme, parlait doucement dans sa radio. Miller venait de battre le record du parcours pour la 3e fois ce mois-ci. Le commandement veut savoir si elle utilise une lunette améliorée. Le souvenir s'estompa aussi vite qu'il était apparu, mais quelque chose de cette jeune soldate, déterminée, invaincue, subsistait dans son expression. La sonnerie retentit. Vanessa bougea.
Ses 3 premiers tirs atteignirent le centre de la masse avec une précision mécanique qui fit taire les murmures autour du parcours. Mais c'est son mouvement qui capta l'attention de tous. Fluide, économique, rien à voir avec les progressions hésitantes observées lors des scénarios d'entraînement. Elle changeait de position avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait déjà fait des centaines de fois. Chaque pas était précis, chaque pose minime, aucun mouvement inutile, aucune incertitude. Chaque tir atterrissait exactement là où il devait être. Elle avait l'intention de le faire. Lorsque son arme s'enraya inopinément à mi-parcours, un dysfonctionnement matériel bien trop opportun, elle la dégagea en quelques secondes sans perdre sa concentration ni son rythme. La cible finale, positionnée à une distance que beaucoup considéraient comme presque impossible pour l'arme de poing fournie, reçut sa dernière balle directement au centre. Le chronomètre s'arrêta. Un silence complet s'abattit sur le stand de tir. Le temps défila sur le tableau d'affichage électronique. Elle avait battu le précédent meilleur score de 12 secondes. Sa précision était de 100%. Le capitaine Reynolds vérifia les scores à 2 reprises, le visage pâle et confus, avant de confirmer les résultats d'un hochement de tête serré. Le chef Wallace chuchota quelque chose à son adjoint, l'expression indéchiffrable, mais son attention captivée. Pendant de longs instants, personne ne parla. Les candidats masculins, qui avaient tant critiqué, restèrent incrédules. Le lieutenant Rogers fut le premier à rompre le silence, demandant ce que tout le monde voulait savoir. « Où as-tu appris à tirer comme ça, Miller ?» Sa voix exprimait un mélange de choc et de respect naissant. Les autres instructeurs se rapprochèrent. Soudain, intéressée par la réponse, Vanessa éjecta le chargeur vide et sécurisa son arme avant de se retourner vers eux. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était calme et claire, portant à travers le champ de tir désormais silencieux. Instructrice de tir de l'armée, 5e équipe de soutien des forces spéciales, j'ai formé les concepteurs de ce cours. Elle rangea son arme avec une aisance maîtrisée. Mon dossier militaire complet figurait dans mon dossier de candidature. Je pensais que vous l'aviez lu. La simplicité de sa réponse rendit son impact d'autant plus puissant. Elle ne cachait pas ses capacités. Il n'avait tout simplement jamais pris la peine de regarder au-delà de leurs suppositions. Le chef Wallace s'avança, son dédain remplacé par une curiosité sincère. « Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ?» Vanessa soutint son regard avec assurance. « Sauf votre respect, monsieur. On m'a dit que ce programme testait ce que nous pouvons faire, et non ce que nous prétendons pouvoir faire. Je voulais être jugée selon les mêmes critères que tout le monde. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement, « De plus, dans les opérations réelles, ce ne sont pas vos qualifications qui comptent, c'est votre performance qui compte. » Le chef n'eut pas de réponse immédiate, mais pour la première fois depuis que Vanessa était entrée dans le programme, il la regarda comme une professionnelle plutôt qu'un problème. Derrière lui, plusieurs candidats masculins échangèrent des regards gênés, reconsidérant leur propre comportement au cours des dernières semaines. Reynolds se tenait debout, son bloc-notes serré fermement, comme si les fondations sur lesquelles il se tenait s'étaient soudainement effondrées. Les répercussions de la performance de Vanessa se propagèrent rapidement dans le département et au-delà. Le soir même, des vidéos de sa qualification au tir circulèrent sur des groupes de discussion privés entre officiers. Le lendemain matin, quelqu'un divulgua des images aux médias locaux. La même chaîne d'information qui avait remis en question la sagesse des candidates féminines au SWAT titrait désormais « Une ancienne élite militaire bat le record du cours SWAT ». Un journaliste fouilla le passé militaire de Vanessa et découvrit des distinctions qui n'avaient jamais été mentionnées dans son dossier de police, notamment une étoile d'argent décernée après une embuscade ayant cloué son unité au sol.
Elle avait fourni un tir de couverture permettant l'évacuation de 3 soldats blessés, maintenant sa position, malgré ses blessures, par éclat d'obus. La médaille qu'elle portait n'était pas qu'un souvenir. C'était l'une des plus hautes distinctions décernées pour bravoure au combat. Les membres du conseil de Didi, restés silencieux pendant ces difficultés, appelèrent soudainement le chef Wallace pour lui faire part de leurs inquiétudes quant aux pratiques d'inclusion du service. Le syndicat de police, qui avait jusque-là ignoré les plaintes concernant le traitement des femmes policières, publia une déclaration saluant l'engagement du service à recruter les candidats les plus qualifiés, quel que soit leur sexe. Vanessa comprenait bien l'hypocrisie, mais reconnaissait qu'il s'agissait d'un glissement institutionnel plutôt que d'une véritable transformation. Un véritable changement nécessiterait plus qu'un moment marquant. Mais des moments comme celui-ci créaient des opportunités inédites. Une semaine après la journée de qualification, le chef Wallace tint une conférence de presse dans le hall principal du service. Sous les caméras et les journalistes présents, il annonça l'admission de Vanessa au sein de l'équipe SWAT avec un enthousiasme maîtrisé, même si son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Aujourd'hui est un moment historique pour notre service », déclara-t-il en faisant signe à Vanessa de le rejoindre à la tribune. La performance exceptionnelle de l'agent Miller démontre notre engagement envers l'excellence avant tout. Ce qu'il ne mentionna pas, c'est la réunion d'urgence de la veille au soir, au cours de laquelle le service juridique avait exposé les risques de poursuite pour discrimination s'il la rejetait après une telle démonstration publique et documentée de supériorité. La force du respect des politiques s'était finalement alignée sur l'excellence démontrée par Vanessa, créant une dynamique à laquelle même les dirigeants les plus réfractaires ne pouvaient s'opposer ouvertement. En coulisses, une réorganisation discrète eut lieu. Une information anonyme transmise à la division des affaires internes révéla que le lieutenant Rogers avait modifié les conditions de candidature spécifiquement pour les candidates au cours des 3 dernières années. L'enquête découvrit des courriels expliquant comment décourager les mauvais éléments de rejoindre les unités spécialisées. À la fin du mois, Rogers fut réaffecté à des tâches administratives, supervisant l'inventaire du matériel. Une rétrogradation publique qui envoya un message clair à l'ensemble du service. Bien que Vanessa ne l'ait jamais confirmé, beaucoup la soupçonnèrent d'être à l'origine de l'information. En réalité, elle n'avait pas besoin de l'être. Une fois les pratiques du service sous les projecteurs, plusieurs agents témoins de la discrimination mais restés silencieux trouvèrent le courage de s'exprimer. Le capitaine Reynolds aborda Vanessa avec maladresse après sa première réunion officielle avec l'équipe SWAT. Son hostilité antérieure avait été remplacée par une courtoisie professionnelle teintée de gêne. « Le service pourrait bénéficier de votre expérience », dit-il en évitant tout contact visuel direct. « Nous aimerions vous offrir le poste de chef d'équipe pour l'entraînement au tir. Ce poste lui aurait donné de l'autorité sur ceux qui l'avaient rabaissé, une occasion de se venger, le genre de revanche que la plupart auraient savouré. » Vanessa réfléchit un instant à l'offre avant de secouer la tête. « J'apprécie, capitaine, mais je suis là pour faire partie de l'équipe, pas pour la diriger. Laissez-moi d'abord gagner leur respect. » Son refus de se laisser influencer par un jeu de pouvoir le surprit, mais il hocha la tête avec un respect retrouvé. Ce qu'elle omettait, c'est que diriger l'entraînement au tir l'aurait à nouveau compartimenté. La tireuse, plutôt qu'un agent du SWAT à part entière. Elle n'avait pas lutté aussi durement pour être reléguée dans une autre case, même avec un titre. Durant ses premières semaines dans l'équipe, les journalistes cherchaient des interviews sur la discrimination dont elle avait été victime. À chaque fois, Vanessa redirigeait la conversation. Chaque service a des progrès à faire. Je préfère me concentrer sur le travail. Elle refusait de se présenter comme une victime,
ou de voir ses nouveaux collègues comme des méchants, même lorsqu'on lui demandait des détails qui auraient pu faire la une des journaux. Elle a plutôt discrètement rencontré le directeur des ressources humaines du service afin d'établir de nouveaux protocoles de formation garantissant un traitement équitable pour tous les candidats, quel que soit leur sexe. Les changements ont été mis en œuvre sans tambour ni trompette, présentés comme des améliorations opérationnelles plutôt que comme des corrections d'erreurs passées. Cette approche a permis au service de sauver la face tout en procédant aux changements nécessaires. Un compromis pragmatique qui, selon Vanessa, donnerait des résultats plus durables qu'une humiliation publique. Progressivement, les collègues masculins qui s'étaient moqués d'elle ont commencé à la solliciter pour des conseils de tir qu'elle leur a fournis sans jamais mentionner leur comportement passé. La salle de garde, autrefois silencieuse à son entrée, l'incluait désormais dans la planification avant et après les quarts de travail. L'inspecteur Parker, qui avait ri de sa candidature des mois plus tôt, l'a interpellé dans le couloir un après-midi, son malaise évident, cherchant ses mots. « Je me suis trompé à votre sujet », a-t-il finalement dit. La plupart d'entre nous l'étaient. Vanessa, tout simplement, acquiesça. Assurons-nous que la prochaine femme n'ait pas à battre des records pour être prise au sérieux. Elle s'éloigna avant qu'il puisse répondre, le laissant réfléchir à ce que cela pourrait signifier. Plutôt que de se concentrer sur sa propre promotion ou de ressasser ses erreurs passées, Vanessa mit en place un programme de mentorat pour les femmes officiers intéressées par des postes tactiques. Elle le gérait pendant ses intersaisons, s'appuyant sur sa propre expérience pour préparer les femmes aux défis physiques et aux barrières culturelles auxquelles elles seraient confrontées. Lorsqu'un officier supérieur se demanda si cela constituait un traitement de faveur, Vanessa l'invita à assister à une séance. « Je leur apprends à dépasser les normes », expliqua-t-elle tandis qu'ils observaient les femmes s'entraîner à des techniques de tir avancées, sans demander à quiconque de les rabaisser. Il partit sans autre commentaire, mais 2 semaines plus tard, le département a officiellement intégré ces méthodes de formation dans le programme de son académie. Le changement s'est produit sans que sa source soit reconnue, mais Vanessa n'avait pas besoin de crédit, elle avait besoin de résultats. 6 mois après avoir rejoint le SWAT, Vanessa répondit à son premier incident critique, une prise d'otage dans un immeuble de bureaux du centre-ville sur Congress Avenue. Un ancien employé était revenu, animé d'une rancune et armé d'une arme semi-automatique, piégeant 14 personnes au 10e étage. Alors que l'équipe se préparait à une brèche, Vanessa remarqua un détail dans les plans du bâtiment que d'autres avaient manqué. Un couloir de service qui permettrait à un seul agent de flanquer le suspect sans croiser sa ligne de vue. « Si nous créons une distraction à l'entrée principale, » suggéra-t-elle doucement au chef d'équipe. Quelqu'un pourrait s'approcher par derrière, par ce passage. Le dirigeant, d'abord sceptique, examina les plans et approuva la stratégie. Vanessa fut affectée à l'équipe d'entrée principale, tandis qu'un autre officier prenait la position de flanc. Une décision tactique raisonnable, mais qui reflétait encore des doutes persistants quant à ses capacités sur le terrain. L'opération se déroula exactement comme prévu. Le preneur d'otages se rendit après s'être retrouvé soudainement vulnérable par l'arrière. Alors que l'équipe faisait le point par la suite, le capitaine Reynolds reconnut publiquement sa contribution. L'évaluation tactique de Miller a sauvé des vies aujourd'hui. C'est la norme à laquelle nous aspirons tous. Les mots étaient simples, mais représentaient un revirement total par rapport à son rejet antérieur de ses compétences. Plusieurs membres de l'équipe hochèrent la tête en signe d'approbation, ne la considérant plus comme une étrangère, mais comme une collègue précieuse. Pour Vanessa, ce moment de reconnaissance professionnelle signifiait plus que n'importe quelle distinction publique. C'était une acceptation fondée uniquement sur le mérite, l'égalité de traitement exact,
pour laquelle elle s'était battue depuis le début. Le changement le plus profond se produisit de manière moins visible. Des femmes officiers d'autres districts et même de départements voisins commencèrent à prendre contact, s'informant du processus de qualification du SWAT. 2 autres femmes rejoignirent le programme de formation tactique d'Austin lors du cycle suivant. Aucune des deux ne fut confrontée aux obstacles systémiques rencontrés par Vanessa. Lorsqu'un nouveau stagiaire masculin fit un commentaire désobligeant sur l'une d'elles, ses collègues masculins l'interrompirent immédiatement. Ce genre de discours ne fonctionne plus ici. La culture était en train de changer, non pas par de grands gestes ou des mandats publics, mais grâce à la persistance silencieuse d'une excellence qu'on ne pouvait plus ignorer. En refusant l'échec, Vanessa avait créé un modèle à suivre, preuve que les barrières n'étaient pas aussi impénétrables qu'elles en avaient l'air. 1 an après sa journée de qualification, Vanessa dirigea une séance de formation pour les nouvelles recrues, hommes et femmes. La diversité du département s'était considérablement améliorée, non seulement en termes de genre, mais aussi d'origine et de perspective. Alors qu'elle démontrait une technique d'entrée tactique dans une salle, les recrues remarquèrent le médaillon désormais fièrement visible autour de son cou, le même qu'elle avait embrassé avant son épreuve de qualification. Une recrue courageuse posa la question après la séance. « Il appartenait à une amie », expliqua Vanessa en le touchant brièvement. « Elle est morte parce que quelqu'un dans son équipe n'était pas correctement formé. Chaque fois que j'enseigne ces techniques, j'honore sa mémoire. Le médaillon était passé d'un talisman caché à un symbole visible de détermination, un rappel des raisons pour lesquelles les normes comptent au-delà de la fierté ou de la tradition. Son parcours avait bouclé la boucle, passant de la dissimulation de ses capacités à leur utilisation ouverte pour éviter le genre de tragédie qu'il avait autrefois chassé du service militaire. Lors d'une pause, elle remarqua une recrue féminine qui semblait incertaine après avoir lutté avec une technique particulière. Vanessa s'approche d'elle discrètement, à l'écart des autres. « La cible la plus difficile n'est à aucune distance, » dit-elle à la jeune femme, ajustant légèrement sa posture pour améliorer sa stabilité. « Il s'agit de briser des barrières que les gens pensent justifiées. » La recrue leva les yeux, reconnaissante pour les conseils, mais encore hésitante. « Comment n'as-tu pas perdu courage quand ils t'ont si mal traité? Tout le monde connaît ton histoire maintenant. » Vanessa sourit légèrement, réfléchissant attentivement à sa réponse. « Parce que le combat n'a jamais eu pour but de leur prouver qu'ils avaient tort, » dit-elle finalement. Il s'agissait de prouver ce qui était juste. Elle regarda la recrue pratiquer la technique corrigée, atteignant désormais la cible de manière constante. L'excellence n'a pas besoin de s'annoncer. Il faut simplement qu'elle persiste jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être ignorée. Plus tard dans la soirée, alors que Vanessa rangeait son équipement, elle s'arrêta pour regarder les nouveaux candidats s'entraîner sur le terrain, qui avait autrefois été le théâtre de son plus grand défi et de sa plus grande justification. Certains faisaient preuve d'un talent naturel, d'autres d'un effort déterminé. Ils sont désormais tous formés selon des normes conçues pour trouver les plus qualifiés et non les plus traditionnels. Le département n'était pas parfait. Aucune institution construite par des humains ne pourrait jamais l'être, mais il évoluait de manière à le rendre plus fort, plus adaptable et, en fin de compte, plus efficace dans la mission qu'ils partageaient tous, protéger leur communauté. La véritable force ne se mesure pas à la puissance avec laquelle vous frappez, mais à la durée pendant laquelle vous pouvez rester debout alors que tout le monde s'attend à ce que vous tombiez. Vanessa Miller n'avait pas seulement gagné sa place dans l'équipe SWAT, elle avait transformé ce que cet endroit signifiait pour tous ceux qui la suivraient, et ce faisant, elle avait trouvé sa propre voie pour guérir les blessures de son passé. Auriez-vous le courage de rester seul, sachant que votre lutte pourrait ouvrir des portes à ceux qui vous suivront?
Aux États-Unis aujourd'hui, cette bataille continue dans les casernes de pompiers, les salles de conseil et, oui, même dans les services de police à travers le pays. Parfois, la manière la plus puissante de changer le système n'est pas de le démolir, mais d'exceller en son sein de manière si indéniable qu'il doit soit évoluer, soit exposer ses propres défauts aux yeux de tous.